Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a de cela un an, le Burkina Faso était dans l'œil du cyclone. Le 16 septembre de l'année dernière, le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré, président du CND, le Conseil national pour la démocratie, va plonger le pays dans un cycle de violence et d'incertitude sur son avenir. À la faveur de la commémoration de la résistance populaire contre le coup de force perpétré par l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle, la télévision publique réaménage ses programmes pour vous proposer cette émission spéciale consacrée à une lecture critique de ces événements qui ont marqué la conscience collective des Burkinabés et faire des projections sur l'avenir de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Bienvenue à tous sur la RTB et merci de votre fidélité. 6 personnalités nous font l'amabilité d'être sur ce plateau pour apporter leur éclairage sur ces soubresauts sociopolitiques et tirer les enseignements de l'histoire. Il s'agit tout d'abord du professeur Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État, du ministre Clément Pegwende Sawadogo, ministre de la fonction publique qui est présent sur ce plateau au nom du gouvernement burkinabé, de Siaka Koulibaly, analyste politique, de Smoké, leader du ballet citoyen, de Bachir Ismaël Ouedraogo, député à l'Assemblée nationale, membre du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, et enfin de Lona Charles Ouattara, député à l'Assemblée nationale, député de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Le 16 septembre, à l'heure actuelle, le président Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida, les ministres René Bagoro et Augustin Loada étaient séquestrés par des éléments du régiment de sécurité présidentielle. Le 17 septembre, soit donc le lendemain, les Burkinabés apprenaient qu'il s'agissait en réalité d'un putsch perpétré par le général Gilbert Diendéré et le CND. Rappel donc des faits, c'est un dossier qui nous est proposé par Frédéric Etienne Bassenga. Par cette information qui nous est parvenue du Burkina Faso. Nous revenons sur la situation confuse au Burkina Faso. Le chef de l'État, le Premier ministre, sont retenus par des militaires à la présidence au Burkina Faso. Fait plus de doute, il s'agit bien d'un coup d'État et non d'une mutinerie au Burkina. C'était le 16 septembre 2015, le Burkina faisait la une des médias du monde. Ça s'est passé hier, c'est-à-dire les arrestations du... Ces images tournées au palais de Koussiam sont diffusées pour la première fois. Une scène surréaliste. Des ministres à pied quittent le palais, le conseil des ministres de ce jour est interrompu. À l'entrée principale des militaires armés jusqu'aux dents, ils ordonnent aux ministres de rebrousser chemin. Pris entre le marteau et l'enclume, ils se réfugient sous ce caïcédra dans la cour de Koussiam. Derrière le palais, Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida sont embarqués pour le camp Naba comme d'eux. Ils seront rejoints plus tard par René Bagoro, ministre de l'Urbanisme, et Augustin Loada, ministre de la Fonction publique. Pendant ce temps, la nouvelle se propage, la rue s'enflamme. Un regroupement d'OSC sera très vite dispersé par le RSP. Dans les rues de Ouaga, ils sèment la terreur. Jusque-là, personne ne sait les revendications du RSP. Il faut attendre le lendemain pour voir les premiers visages des auteurs et leurs revendications. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. À cet instant, l'homme fort du pays est le général Gilbert Diendéré. Il ferme les frontières et dans la foulée décrète un couvre-feu. C'est un coup d'État. Bien. Voici donc ces premières images, on va dire, surréalistes. C'est la qualification que notre reporter a trouvée pour parler de ces événements qui sont intervenus le 16 septembre. Professeur, je commence par vous.
leader de la société civile à l'époque, vous avez participé activement à l'insurrection populaire et à la mise en place, on va dire, de cette transition-là. Et le 16 septembre, vous apprenez que le gouvernement de la transition, pratiquement, ne peut pas tenir le Conseil des ministres. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais comment est-ce que vous accueillez cette information-là? Est-ce que vous vous attendiez à l'annonce du 17? Non, on savait bien qu'il y avait une crise au niveau du pouvoir et que de ce point de vue, tout pouvait arriver. Mais le 16, je ne pensais pas que cela allait intervenir le 16, dans la mesure où le 14, il y avait une rencontre de journalistes au Burkina Faso qui tenait un symposium et je me suis dit, ben, ce n'est pas possible parce que avec tant de journalistes à Ouagadougou, c'est vraiment une erreur d'avoir perpétré le coup à ce niveau. Mais au départ, c'était comme si c'était la répétition des crises qu'on avait connues avec la séquestration du Premier ministre, le Premier ministre qui se réfugie chez le Moro Naba, etc. Mais ce n'est que le lendemain que véritablement on a vu que c'était un coup d'État. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, parce que dès l'après-midi, des messages ont été envoyés pour se retrouver à la place de la Nation et de converger vers Kosiam. Et c'est au niveau de la Patte d'Oie, du rond-point de la Patte d'Oie, que nous avons été dispersés par les éléments du RSP qui se sont mis à tirer réellement. Et c'est là où on a compris que, véritablement, il y avait un coup d'État. Alors, je me tourne à présent vers le député Bachir Ismaël Ouedraogo. Vous êtes, on va dire, le plus jeune sur ce plateau-là. La jeunesse a joué un rôle particulièrement actif dans la résistance populaire contre le coup d'État. Vous étiez où le 16? Comment est-ce que vous avez reçu l'information? Alors, je voudrais saluer déjà la mémoire de nos camarades qui sont tombés lors donc de ce coup d'État scélérat et minable, je peux le qualifier ainsi. Alors, pour y venir donc au 16, vous savez qu'au niveau de notre parti, on avait donc invité la presse pour une conférence de presse. Donc, à ce moment, j'étais au siège, autour donc de 16h, 17h. Mais nous avons compris rapidement que ce qui était en train donc de se dérouler à Kosiam n'était tout autre qu'un coup d'État. Je pense qu'autour de 16h, 17h, nous avons compris que c'est un coup d'État qui était donc en train de s'organiser. Et donc, immédiatement, au niveau donc de notre siège, on a convenu donc déjà au niveau de la jeunesse, donc d'informer tous nos camarades au niveau donc des 12 arrondissements et de converger vers la place de la Révolution. C'est ce que nous avons fait. Et comme le professeur le disait, à partir donc de la place de la Révolution, nous avons commencé à marcher sur Kosiam. Et je pense que c'est autour donc de 19h30, 20h qu'ils ont commencé à tirer. Nous, on était au niveau donc de l'hôtel Palace. Et là, j'ai compris que c'était vraiment consommé. Donc, ils ont commencé à nous pourchasser donc dans le quartier donc, de la Patte d'Oie. Et nous avons passé donc la nuit, chacun dans des maisons de fortune. Et donc, immédiatement, nous avons compris que ce qui était impensable était en train de se jouer. Impensable, pourquoi? Parce que nous étions à quelques jours déjà donc, du lancement donc, de la campagne présidentielle. Et au niveau de notre parti, on était vraiment déjà prêts pour aller en campagne. Et c'était incompréhensible qu'à ce moment précis, et avec tout ce qu'il y avait comme effort que nous avons eu à faire au niveau donc, du Burkina, les sacrifices que nous avons eu donc, à consentir, la communauté internationale qui a fait un effort autour donc, du Burkina Faso, c'était vraiment un cas d'école, que des gens, que des militaires puissent à ce moment précis mettre un frein donc, à la démocratie qui était donc en train donc, de se dessiner au niveau donc, du Burkina Faso. On a compris que c'était vraiment la volonté de ramener le système ancien qui était déjà parti, parce que vous savez que le RSP n'est tout autre que le bébé du président Blaise Compaoré. Et donc nous avons compris que c'est le système ancien qui était en train donc, de se réorganiser pour reprendre le pouvoir qu'il avait perdu donc, dans les rues. Il voulait donc récupérer ce pouvoir-là par les armes. Mais je pense que la jeunesse, aujourd'hui, il faut saluer vraiment la jeunesse du Burkina Faso, qui fait la fierté, au-delà donc de l'Afrique, du monde entier. Aujourd'hui, la jeunesse du Burkina Faso est citée en exemple. Et je pense que nous pouvons être fiers donc, de cette jeunesse-là, qui aujourd'hui a atteint une maturité politique assez énorme et qui permet à ce niveau-là donc de dire que le Burkina Faso
ne peut plus revivre un certain nombre de choses. On va revenir sur les perspectives par la Ok. suite. Smokey, est-ce que vous avez eu le même effet de surprise, on va dire, lorsque le RSP a perpétré son putsch? Est-ce que vous qui aviez bataillé pendant toute la période de l'insurrection populaire des 30-31 octobre, est-ce que vous vous attendiez à ressortir encore, voilà, à être encore des insurgés dans ce... Honnêtement, Oui. ouais. Ce que je peux dire, c'est que on ne peut pas dire que c'est une surprise. Il y a eu, c'était plus un choc. Vous avez beau être préparé à ce que des événements arrivent, quand ils arrivent, ils vous surprennent toujours parce que voilà, vous êtes surpris par leur arrivée au moment opportun. Parce que moi, j'étais au courant qu'il allait se passer quelque chose 1 mois à l'avance, déjà. Ce qui renforce la thèse du coup d'État et du putsch préparé. Parce que par des indiscrétions, vous savez, Dieu sait que les indiscrétions sont nombreuses dans ce pays, donc j'ai été mis au parfum qu'il allait avoir un événement ici. On m'a même dit qu'il fallait que je m'exile parce que j'étais particulièrement ciblé. Bon, chose à laquelle, franchement, je ne pouvais me résoudre, au-delà de toute considération. Donc j'ai décidé de rester. Mais c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, mais attends, donc c'est de ça, parce qu'on ne m'avait pas précisé, on ne m'avait pas dit si c'était un coup d'État, on m'avait dit, il va y avoir un bang-bang, il va y avoir un Niara dans le pays, il faut partir. En ce moment, j'étais en tournée, je devais aller en Hollande, j'avais une série de spectacles. Donc quand c'est arrivé, bon, nous, on n'a pas réfléchi. En même temps, on s'est dit, mais il faut agir. Parce qu'on avait compris que si on ne réagissait pas sur le vif, on allait donner l'occasion effectivement aux mercenaires en question de s'organiser et puis de mettre en place une vraie répression. Donc on a aussitôt fait, on s'est donné rendez-vous vers la Maison du Peuple. Dans la cour de la Maison du Peuple, on a fait une réunion de crise de 10-15 minutes. 10-15 minutes plus tard, on était d'ailleurs, on est arrivé sur la place de la Révolution, on était, je sais pas, une équipe de 4-5 personnes. Puis on a commencé à appeler, essayer comme on dit, de faire du bruit, en langage courant, faire suffisamment de bruit pour rameuter. Et rameuter, on a fait quelques interviews par téléphone dans les radios, etc. Et puis bon, 30, 40 minutes plus tard, bon, le monde a commencé à arriver et puis on s'est ébranlé. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les gens entraient. Ceux qui étaient au palace, ceux qui sont arrivés au palace, bon, peut-être que c'est un truc qu'il ne faut pas que je dise, mais c'est ceux qui avaient des véhicules. Ceux qui sont arrivés plus vite. Ils ont décidé de ne pas marcher, ils ont pris le véhicule. Ils sont allés, mais ils ne savaient pas qu'en prenant des véhicules, ils allaient plus vite vers le danger. Nous, on a marché tranquillement de la place de la Nation. J'étais d'ailleurs en tête du cortège. Je marchais gaillardement comme si j'étais dans la conquête de quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pour tromper la peur. Parce que quand vous avancez comme ça, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous jouez le Django, mais en fait, au fond de vous, vous n'êtes pas serein. Et puis, effectivement, comme le grand frère, le papa disait tout à l'heure, c'est arrivé vers le rond-point de la patte droite que ça commençait à nifler, comme on dit. Et ça tirait en rafale, et moi, je faisais comme si je n'entendais rien. Donc, entre-temps, même, ce sont des petits frères qui m'ont arrêté comme ça, dit, mais, Smokey, c'est pas mieux, on va faire une pause, et puis, bon, en ce moment, on a dit réunion de crise. Et pendant qu'on était en train de parler, donc, il y avait des gens qui étaient pour qu'on continue, et d'autres qui étaient pour qu'on rebrousse chemin. Et ça tirait, et on voyait même les traces, les balles qui sifflaient et tout. Au moment où moi, je voulais prendre une décision, il y a un gars qui a crié, vieux père, ça là, il faut qu'on aille à Tigité, il faut qu'on fonce. Donc moi j'ai dit, bon les gars, on va essayer d'avancer. En temps, j'ai un de mes éléments qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit, mais Smokey, retourne-toi. Quand je me suis retourné, mais il n'y avait plus rien. C'était peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. C'est là que j'ai compris que mon ami, l'affaire là, c'était très chaud. Bon, c'était une anecdote que je raconte, Absolument. mais vraiment, c'était pas facile à vivre, quoi. C'était assez chaud, comme on dit. Alors, Monsieur Ouattara, est-ce que le coup d'État du général Gilbert Diendéré, pour vous, vous avez vu en filigrane le cycle infernal, on va dire, des régimes d'exception qui pouvaient intervenir? Ben, écoutez, moi d'abord, j'ai été l'instructeur de Diendéré Gilbert depuis 1979. Jeune bachelier. Je les ai envoyés à l'université de Ouagadougou.
Donc c'est à cette époque-là, ce sont des enfants qui faisaient déjà la révolution, puisqu'ils avaient pris le risque de gréver à l'université de Ouagadougou, alors que l'armée proscrit absolument que la politique ne s'ingère pas dans les casernes. J'étais leur chef. Ils étaient là pour préparer le 2-2. La condition sine qua non pour pouvoir entrer dans une école d'officiers en Europe. Ces jeunes gens se sont mêlés aux étudiants civils, ont grévé. J'ai demandé à en savoir les responsables. Les Gilbert Diendéré se sont terrés. Il y a eu 2 courageux qui se sont prononcés. Je les ai fait radier de l'armée. Mais Diendéré ne s'est pas prononcé. Djibril Bassolé non plus. Ça préfigurait donc de ce qui va Exactement. arriver, selon vous. Mais donc c'est pour vous dire que moi je n'étais pas surpris du tout. Si vous me suivez depuis mon retour au pays, 2011, j'écris assez régulièrement sur l'état de notre armée. Je parle à la presse assez régulièrement. J'ai écrit de la nécessité de reformer notre armée. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà cette armée dans l'armée, c'est-à-dire le RSP, qui était une armée particulière, qui était particulièrement crainte de vous autres, de tout le monde pratiquement, sans savoir exactement quel était le contenu de la formation de ces individus. Donc, je n'ai pas été surpris du tout, mais je vais vous faire un rappel historique. Le 8 janvier 1961, exactement, 4 généraux français, le général Schall, le général Jouot, le général Zeller, le général Salan, le plus haut gradé de l'armée française de l'époque, ont décidé de prendre le pouvoir en Algérie. Pourquoi? Parce que le 8 janvier, précisément, De Gaulle avait fait organiser un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. À 75%, les Français avaient voté oui pour que l'Algérie devienne indépendante. Donc ces généraux se sont rebellés contre le fait que l'Algérie allait être perdue. Donc, je ne suis pas trop. Quel est le rapport exact avec le coup d'État perpétré par le gouvernement de sécurité présidentielle? Le coup d'État du 16 septembre chez nous a eu lieu parce que Diendéré Gilbert réclamait que le CDP, c'est-à-dire tous les anciens partis de la mouvance présidentielle de la 4e République, soient autorisés à battre campagne. Parce qu'ils avaient été exclus, c'est l'argumentaire qui a été avancé par Gilbert Diendéré pour justifier son coup. C'est exactement la même situation qui a prévalu en Algérie. Et les conséquences, pourquoi je dis ça? Parce que les conséquences, c'est que pour ce qui concerne l'armée française, il y a eu des purges immédiates. 220 officiers ont été limogés. 115 sont passés par le tribunal. Chez nous, on tergiverse toujours. On reviendra par la suite donc sur... Il ne faut pas oublier que c'est l'instructeur de Diendéré. Oui, absolument. Donc quelque part, qui dit mauvais élève dit... Bon, je n'ai rien dit. Peut-être. Alors, monsieur le ministre, vous avez donc suivi cet événement, ce coup d'État du RSP, le RSP qui, au nom donc de cette loi qu'on a baptisée à l'époque dans les médias loi Chérif et qui aurait été une source d'exclusion, a perpétré donc ce coup d'État. Le CND, le Conseil national pour la démocratie, en principe était censé restaurer la démocratie
Comment est-ce que vous avez vécu ce putsch? Non, il faut se dire la vérité. Déjà, après l'insurrection populaire, les tout premiers mois, j'allais dire, puisque en fin décembre 2014, le RSP avait commencé à gesticuler par plusieurs sortes de menaces à l'encontre du Premier ministre Zida, non seulement en décembre, mais après aussi, je crois, en février. Et plus tard, dans le mois de juin 2015. Donc, par 3 fois de suite déjà, le RSP avait montré son visage après l'insurrection, qui était celui de ramer à contre-courant de l'histoire et de vouloir replâtrer le système déchu. Donc, si on veut prendre prétexte du fait qu'il y ait eu cette loi qui excluait les barons du CDP des élections, bon, je pense que c'est vraiment, comme on dit, qui veut abattre son chien l'accuse de rage. Bon, ça c'est pour ne pas aller dans le fond. Sinon, même dans le fond, il est tout à fait normal qu'à partir du moment où il y a eu des actes graves qui ont conduit ce peuple à son dernier retranchement, qui ont donné lieu à cette insurrection populaire, mais naturellement, quelqu'un doit payer. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Nous nous incluons encore devant la mémoire de ces illustres disparus. Il y a eu des blessés, certains seront paralysés à vie. Mais comment voulez-vous qu'avec tout cela, parce que quelqu'un ne veut plus quitter le pouvoir, veut instaurer un pouvoir à vie pour lui et son système, mais on ne peut pas donc contester le principe que quelqu'un doit payer, et politiquement et sur un plan pénal aussi, d'où les procès bien sûr qui sont en cours. Donc en réalité, que ce soit dans le fond ou dans la recherche de prétextes, il est clair qu'il n'y a aucune justification à ce coup d'État qui a été perpétré contre le peuple burkinabé. Alors, Siaka Koulibaly, vous êtes analyste politique. Septembre, on va dire, ça a été le mois de tous les dangers pour le Burkina Faso. Est-ce que vous l'avez vu venir, ces poursuites du général Gilbert Diendéré? Est-ce que vous pouvez vous le justifier? Le justifier, c'est une affaire à part entière. Mais l'avoir vu venir, oui. Comme beaucoup ici, et comme beaucoup également au Burkina et ailleurs, on sentait quand même que la marche de la transition n'était pas aussi sereine qu'on l'aurait souhaité quand on formulait la charte de la transition et quand on mettait en place les différents organes. Oh, ils ont rappelé ici des événements qui ont concouru, je n'utilise pas le mot justifié, qui ont concouru à ce que ces jours-là, les premiers responsables de l'état de transition aient été arrêtés et que le lendemain on proclame un coup d'État. Alors, pour se situer un peu dans la dimension de la réflexion, un peu comme le colonel vient de le faire, pour trouver les causes qui ont conduit, il faut aussi essayer de voir quelle serait l'utilité de réfléchir à ce qui s'est passé l'année dernière, pourquoi nous en sommes arrivés là, et comment nous pouvons faire pour dorénavant empêcher que nous fassions des reculs dans l'histoire. Et là, il faut édicter des grands principes et revenir sur ces grands principes-là. Les règles de la démocratie, les règles de l'état de droit sont protectrices de la stabilité, de la paix. Une fois qu'il est porté atteinte à ces principes, à ces règles, la porte est ouverte pour toutes les dérives. Elle peut venir de partout. Et moi, je pense que les choses se sont déroulées de cette manière-là. Alors, on peut revenir là-dessus. Il y a des causes immédiates et il y a des causes lointaines à ce qui s'est passé le 16-17 septembre dernier. Parmi les causes, on cite la mauvaise qualité d'organisation de notre armée. Donc, il y a des raisons structurelles. Il y a des raisons
lié à la façon dont les premiers responsables de la transition, en particulier Zida, sont arrivés au pouvoir. Parce qu'il y a des raisons que le CND a édictées dans sa proclamation. En particulier, il y en a deux. Il y a les atteintes au statut de l'armée, la question de la loi d'avancement, mais aussi cette loi électorale qui avait été votée le 7 avril 2015. Mais il faut dire que le RSP a été très présent dans la transition jusqu'à ce coup d'État, en particulier, et moi je pense que c'est une des raisons fondamentales de ce qui est arrivé, parce que l'un des leurs avait été porté par eux là où ils se trouvaient. Et là, quand on échange avec les éléments de ces corps disparus, on sent une espèce de frustration devant le fait qu'ils aient porté, bon, en parlant vulgairement, pour la plupart d'entre eux qui sont des soldats, ils aient porté cet individu là où il est, et puis après, parce qu'on se rappelle que dès le mois de novembre 2014, Zida avait déjà annoncé la dissolution du RSP. Et je pense que c'est à partir de là que la brouille entre eux, lui et puis ses anciens condisciples, est arrivée. Il y a aussi donc des questions immédiates. Le 16 septembre, c'était un conseil des ministres. Je pense qu'il était prévu, dans l'ordre du jour du conseil des ministres, la signature du décret de dissolution du RSP, ce qui aurait alerté donc ces gens qui se sont sentis en position de légitime défense, selon eux, et ils auraient intervenu. Moi, ça me rappelle tout simplement, le 14 octobre 1987, il y a eu un conseil des ministres également, sous le CNR, et il avait été décidé la création de la FIMARS, une force qui était destinée à protéger le leader de la révolution, Thomas Sankara. Donc, certains ont vu que si on laissait s'installer une force comme ça, le SENEC, à l'époque, qui était la force principale qui soutenait la révolution démocratique et populaire, n'allait plus avoir droit de cité et probablement il y allait avoir des purges et tout ça. Donc, il faut se dire qu'il y a toujours des causes profondes et des causes aussi immédiates qui font que ces événements arrivent. Maintenant, à nous de voir comment est-ce que nous capitalisons l'événement historiquement, comment nous prenons des dispositions du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'état des droits en termes de règles, en termes de réformes, notamment de l'armée, pour voir comment on reviendra sur les éléments de capitalisation par la suite. Voilà, donc l'analyse politique sur ce plateau pose comme problème le fait que le RSP en lui-même, depuis les origines, on va dire, avec le Premier ministre Zida qui est issu de ce corps-là, en fin de compte, est-ce qu'on doit comprendre par là qu'il y avait une certaine forme de prise en otage de l'insurrection, puisque Zida est issu de ce corps-là, et que c'est à partir du moment où il aurait lâché, trahi en quelque sorte ses frères d'armes que nous en sommes arrivés à cette situation. C'est bien ce que vous dites? Oui, c'est bien ce que je dis. Est-ce que vous partagez cette opinion, professeur? Disons que la question du RSP en tant que force qui a voulu prendre en otage l'insurrection, c'est une réalité. Le but était que, en fait, on arrive à faire en sorte que le président Compaoré revienne dans la mesure où, de l'intérieur, on allait phagocyter l'insurrection. Parce que quand vous regardez la situation, et Smokey est là, les 30 rétentions, quand nous avons rencontré les gens de l'état-major, la question n'était pas que le RSP prenne le pouvoir. La question était que la situation avait évolué, que le président allait partir et que les différents chefs de corps se concertaient pour voir quelle était la conduite à tenir. Ce qui a abouti à la déclaration du général Honoré pour dire que c'est lui qui prenait le pouvoir. Et à ce niveau, il y a eu une réaction. Et donc le RSP a essayé de reprendre le pouvoir puisqu'il avait mis son plan en exécution. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul que vous regardez,
tout avait été préparé. Le vide juridique avait été préparé. Toutes ces situations pour nous mettre dans des situations de coup d'État. Et c'est ça qui s'est posé. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'était véritablement une insurrection. Et l'erreur que les gens du RSP ont eu à faire, c'est de croire que c'est parce qu'eux, ils n'ont pas tiré de façon nourrie les 30 et 31 que, en fait, cela est arrivé. Et donc, ils se sont dit, nous allons prendre la chose de l'intérieur. Malheureusement, pour eux, il se trouve que la résistance a été forte et a contraint leurs éléments qui étaient là, qui ne pouvaient plus se tourner comme ils voulaient. Donc, ça a amené les premiers éléments de dire qu'il y avait des soldes qu'on devait leur donner, leurs primes, etc. Mais très vite, on a vu que ce n'était pas une question de primes. Quand on a posé une question d'enlever les militaires de l'armée, pendant que les gens du RSP restaient toujours dans leur position d'intervenir dans le cas politique, ça paraissait quand même bidon. Mais tout cela, c'était un montage parce que plus on avançait, plus ils se rendaient compte que ça devenait difficile parce que l'insurrection populaire et la transition ont travaillé sur la base du droit. Le RSP s'attendait à ce que la transition fasse une chasse aux sorcières, court derrière les gens, attrape, enferme, etc. pour qu'on dise voilà, et on trouve un alibi pour le faire. Plus on avançait, plus il était difficile de trouver un alibi. Et c'est là que maintenant, on s'est mis à parler, à focaliser la chose sur le Premier ministre pour dire que bon, il a trahi et qu'il a son clan et que son clan peut les attaquer. On s'est retrouvé dans la même situation qu'en 1987. C'est-à-dire de dire que l'autre va attaquer et donc pour cela nous devons attaquer les premiers. On doit les dévancer. Et malheureusement, pour eux, ils ont compris par la suite que ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas tiré que l'insurrection avait eu lieu, mais parce qu'il y avait une vraie mobilisation de la jeunesse et du peuple. Et cela, très vite, eux-mêmes, ils ont été pris en otage et ils se sont enfermés dans leur camp et ils ne pouvaient plus faire grand-chose. C'est vrai. Et je veux préciser, ça c'est très important, si la transition n'avait pas travaillé sur la base du droit, si la transition avait fait une chasse aux sorcières, ce coup d'État-là allait réussir. Parce que, regardez même, malgré les textes qui existent, le protocole sur la démocratie, la bonne gouvernance, la charte africaine de la démocratie, vous avez des présidents en exercice de la CEDEAO qui viennent et qui veulent adouber le coup d'État. Mais heureusement, parce qu'il n'y a pas eu cela, et au point de vue international, il y a la faveur vis-à-vis du peuple qui a permis aussi d'éviter que cette forfaiture-là puisse prospérer. Alors on a assisté justement à cette union sacrée, on va dire, des Burkinabés pour barrer la route au putsch du général Diendéré et du RSP. Monsieur le ministre, pour vous, quels ont été, on va dire, les ressorts de ce mouvement populaire? Oui. Vous l'avez si bien dit, il y a eu une large unité d'action des forces politiques, sociales, la société civile, avec à sa tête des organisations bien organisées, déterminées, comme le Ballet citoyen qui a joué un rôle leader. Il faut reconnaître cela et féliciter encore les leaders de ce mouvement et l'ensemble des membres de ce mouvement. D'autres mouvements également, ils n'étaient pas les seuls, il y avait d'autres mouvements, mais il faut avouer que le leadership de ces leaders d'organisations de la société civile a été vraiment efficace. Il y a bien sûr, oui, aussi les acteurs politiques, le CEFOP, qui avait aussi, qui s'organisait aussi, les différents partis, chacun à son niveau, pour soutenir le mouvement populaire. En somme, on a observé une large mobilisation, une mobilisation vraiment exemplaire, une mobilisation farouche et déterminée qui nous fait dire encore une fois qu'un peuple conscient de la direction de l'histoire, qui défend sa destinée, est un peuple invincible. Mais je voulais dire quand même quelque part aussi, au regard des éléments d'analyse qu'avançait
M. Siaka Koulibaly. En fait, si on refait le point, le RSP, c'est une garde prétorienne, hein, c'est la garde prétorienne de Blaise Compaoré, mais après l'insurrection, elle entendait rester telle encore, avec ses intérêts, qu'elle ne veut pas marchander. Et c'est parce que le Premier ministre Isaac Zida s'en est écarté, s'est écarté de ses intérêts, a préféré suivre la voie du peuple, que ceux-là ne lui ont pas pardonné. Ça, c'est vrai qu'il y a une foule de détails, mais il faut refaire la synthèse quand même et voir les choses comme ça. Ça dit qu'à chaque fois que Zida posait un acte... Cette voix du peuple dont vous parlez aujourd'hui, oui, il y a un certain nombre d'interrogations là-dessus. Dans le courant de cette semaine, disons, le commissaire du gouvernement et le procureur de Faso ont parlé de ce rapport qui a été rédigé sur le coup d'État et sur l'insurrection populaire qui dit que le général Zida aurait joué un rôle, on va dire, assez trouble déjà sur l'insurrection populaire. On le présente comme le donneur d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en réalité, il n'a pas joué cavalier seul? Non, il faut dissocier évidemment ces questions judiciaires-là de l'analyse politique que l'on peut faire. Dans l'ensemble, la transition conduite par le président Kafando et le Premier ministre Zida s'est acquitté de sa mission vis-à-vis du peuple. Maintenant, dans les détails, qu'il y ait eu des actes, soit des actes de débordement, des actes très particuliers qui puissent donner lieu à des questionnements au niveau de la justice, sur la base des rapports d'enquête, etc. Ça, c'est possible. Comme vous le savez, on dit bien chez nous, l'homme, il s'arrête au chiffre 9, hein, il ne va pas jusqu'à 10. Donc, il est possible qu'en dépit de leur engagement pour vraiment conduire la transition à bon port, qu'il y ait eu des actes critiquables et peut-être répréhensibles. Donc, on va laisser le temps à la justice de dégoupiller un peu tout cela pour qu'on voit clair. Ben, je pense que quand même, globalement, ils se sont acquittés de leur mission. Et ça, il faut le relever. Alors, monsieur le député, il y a eu cet appel de l'UAS, l'unité d'action syndicale. Il y a eu ce mouvement, on va dire, insurrectionnel dans l'ensemble des provinces du pays. On se souvient de ces régions où les gouverneurs ont été interdits par les populations elles-mêmes de répondre aux injonctions ou aux invitations du général Gilbert Diendéré et du CND. Vous, au niveau de l'UPC, en tant qu'acteur politique, quelles sont vos perspectives sur justement ce refus du putsch par l'ensemble des Burkinabés pratiquement de façon unanime? Je dirais que l'UPC était, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit, hein, je pense même le ministre l'a dit, que l'ensemble des partis du CEFOP se sont organisés de manière spontanée et ont appelé à la résistance populaire. Bon, mais au-delà de cela, moi je vais vous ramener un peu en arrière sur l'analyse politique. Lorsque vous parlez de démocratisation d'un système, vous ne cherchez pas à mêler l'armée à cela. Une des erreurs fondamentales et une des raisons de ce coup d'État, c'est le fait d'avoir à tout prix laissé le lieutenant-colonel Zida prendre la tête du CNT à l'époque. C'est-à-dire déjà la charte, la rédaction de la charte, c'est là où moi je dirais les démocrates se sont fait flouer. Parce que moi je n'étais pas d'accord, oui. Moi j'étais là-dedans, mais je n'étais pas d'accord du tout que quelqu'un, un militaire en activité, vienne prendre le pouvoir après que des gens aient péri, que les gens cherchent à mettre en place un système démocratique. C'était complètement anormal qu'on fasse appel à un officier en activité. Donc voilà, ça c'est... Il faut qu'on ait le courage d'accepter que
Il faut se départir de ce genre d'erreur. Le professeur Ibrega ne partage pas votre Et opinion sur je le vois. sujet. Non, parce que je voudrais dire à l'honorable député qu'au moment où le lieutenant-colonel Zida s'est proclamé président, la charte n'était pas encore rédigée. Et nulle part dans la charte, il n'existe une disposition qui donne au lieutenant-colonel Zida, les militaires, une place aux militaires dans le gouvernement. C'est le président Kafando qui a choisi M. Zida pour être Premier ministre. Nulle part. Au contraire, la charte a été rédigée pour être une transition civilo-civile. Alors, de ce point de vue, que les militaires aient pris le pouvoir, je dis, les partis politiques ont une responsabilité fondamentale. Parce que le 30, quand ça s'est passé, les partis politiques se sont réfugiés au niveau du CEFOP et étaient en pourparlers avec les officines internationales. Dites cachées. Voilà. Cachées. Donc, le 31, la foule est ressortie demandant qui va prendre le pouvoir. Et ce sont les organisations de la société civile qui sont allées pour rencontrer les militaires et dire qu'il faut que le président Compaoré parte. Il n'y avait aucun parti politique sur la scène. Quand on est sorti de l'état-major, ce sont les militaires eux-mêmes qui ont désigné le lieutenant-colonel Zida pour s'adresser à la foule en compagnie de Hervé Kam. C'était devant l'état-major sur un véhicule blindé. Et les gens ont décidé qu'on devait aller à la place de la Révolution. C'est en ce moment que les partis politiques ont été alertés, ils sont venus à la place. Il y a eu un petit mini-meeting qui a été fait là, et puis après, il y a eu une dispersion. Où étaient les partis politiques pour prendre le pouvoir? Parce que les organisations de la société civile, ce n'était pas notre rôle de prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, on l'avait clairement dit, mais les partis politiques ont été totalement absents et qui ont laissé la place aux militaires pour prendre le pouvoir. Et ce sont les organisations de la société civile encore qui ont fait la résistance pour éviter que nous dérivions vers un coup d'État et que nous subissions les sanctions de la communauté internationale. Et c'est là que la charte de la transition a été rédigée. Donc ça veut dire que de ce point de vue, c'est le vide politique qui était là qui a conduit à cette situation.